Chers amis, bonjour. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène dans un autre univers avec la charmante Émilie Debeuil. Émilie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon Merci invitation. à moi, c'est moi qui te remercie. Alors, tu as un parcours absolument passionnant. Tu es une universitaire comme moi. Tu es psychologue, hein, Ouais. psychologue du travail. Tu as Université Descartes. On partage la même université d'ailleurs. Toi, tu as fait plutôt du côté médecine, moi du côté sciences politiques. Tu es titulaire d'un MBA en marketing. Donc, en fait, tu as élargi tes horizons. Ouais. Et tu es en même temps executive coach avec une formation que tu as faite à HEC. Tu peux nous dire un petit peu en deux mots tes spécialités, s'il te plaît? Alors, mes spécialités, mes thèmes de spécialité, Oui, les thèmes oui. que j'ai le plus travaillé en psychologie. Alors, le thème que j'ai le plus travaillé, c'est la créativité intellectuelle. Et ça, c'est venu d'une recherche que j'ai faite à l'Université Descartes qui était pourquoi les multiculturels sont-ils plus créatifs? Voilà. Et mon job avait été d'étudier tout ce qu'il y avait de plus solide sur la créativité. Voilà. Et du coup, une fois que j'ai étudié ça, je me suis dit, en fait, c'est super intéressant pour les entreprises. Donc, il faut apprendre à le vulgariser, à le mettre en pratique. Voilà, un de mes thèmes, la créativité. Le deuxième, c'est la motivation. Alors ça, parce que je pense que c'est le sujet le mieux gardé en psychologie, le secret le mieux gardé. Ah oui? C'est vraiment, il y a une incompréhension sur ce qu'est ce mot, mais ce mot veut tout et rien dire, en fait. Oui. Enfin, quelqu'un de motivé, c'est quelqu'un qui déclenche un nouveau comportement, c'est quelqu'un qui change d'avis, c'est aussi quelqu'un qui a de la persévérance, c'est quelqu'un qui… Donc, c'est un mot qui est un processus et du coup qui est compliqué. Donc, j'ai fait pas mal de recherches sur ça, pour les entreprises aussi. Et j'ai aussi beaucoup travaillé sur l'intelligence, par la créativité, parce qu'il y a une intelligence qui s'appelle l'intelligence créative. Donc, Et trois aussi thèmes parce en que fait. ce sujet Trois me grands thèmes. passionne aussi. Génial, génial. Et parce qu'il y Donc, a, il y a aussi un enjeu dans les entreprises, enfin plus pour les étudiants. Voilà, quand je vois qu'il y a des écoles qui prennent encore des enfants sur des tests de QI, bah, je me dis qu'on n'a toujours pas compris ce que c'était que l'intelligence. tu veux dire que c'est l'ancien monde? Oui, enfin, il y a un enfermement de ce concept qui empêche les gens de progresser, d'être vraiment eux-mêmes et d'aller jusqu'au bout de leur style d'intelligence. Oui, oui, oui. Donc, Voilà, donc trois thèmes. trois grands pôles passionnants. Déjà, est-ce que pourrais-tu nous parler de la créativité? Là, c'est un monde très intéressant, notamment pour les chefs d'entreprise qui nous regardent ou les managers. C'est assez intéressant parce que on a un petit peu le monde ancien, un peu autoritaire dans une entreprise très pyramidale. On a encore des entreprises très pyramidales. Est-ce que alors, la créativité, par nature, ne rentre pas vraiment dans une case, en fait? Et en plus, on a une pression quelque part, enfin une pression, en tout cas un élan qui est en train de se dessiner avec les jeunes générations, qui fonctionnent de manière extrêmement différente de nous, enfin du monde d'avant, Mm. qui n'ont pas les mêmes ressorts, qui n'ont pas du tout les mêmes moteurs, et qui n'ont pas du tout, parce que alors on va recroiser un autre sujet, un autre de tes très grands sujets qui est le multiculturel. Ce sont des gens qui voyagent beaucoup plus à leur âge que nous à leur âge, et qui s'ouvrent sur le monde, qui s'approprient des savoirs et des savoirs culturels que nous, on n'avait pas à leur âge. Ça va tout changer dans une entreprise, en fait. Oui, ça va tout changer. Mais bon, déjà, je pense que de leur part, il y a surtout une remise en question de l'autorité pour l'autorité. Mmh. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça joue dans le sens de la créativité. Je ne suis pas sûre que ce soit pour être créatif qu'ils le fassent. Je pense que c'est plutôt parce qu'ils trouvent que ça n'a aucun sens et qu'ils ont besoin de plus de sens. Mais Mmh. c'est vrai que ça va marcher de pair avec la créativité. Parce que la créativité est un peu antinomique Enfin, elle a du mal à supporter les processus. D'accord. Si je demande à quelqu'un d'être créatif, il y a un peu une problématique si je l'enferme dans un processus non-stop. Alors, ça ne veut pas dire, de toute façon, quand j'ai un poste, quand j'ai un métier, tout n'est pas créatif. Il n'y a Mmh. qu'une partie qui est créative. Et puis, c'est une question de perception. Une tâche peut être très créative pour moi et pas créative pour l'autre. Voilà. Mais c'est juste que si elle est créative pour moi, alors je vais avoir une autodétermination très forte. Ça veut dire une force immanente, quelque chose, un élan très naturel. Et à ce moment-là, bah, en fait, l'autorité va être insupportable. Elle Ouais. va marcher sur ma liberté alors que j'ai une énergie folle. Mmh. Voilà. Donc, c'est vrai que le contrôle, l'entreprise très descendante ne va pas avec la créativité, enfin, sur les tâches qui sont perçues créativement pour moi.
Donc, on va les Maintenant, brider. moi, par exemple, j'ai dans mon poste des tâches que je considère comme non créatives. Bon, en fait, je suis ravie d'avoir du contrôle, avoir quelqu'un qui m'attend, une pression, une évaluation, enfin, ou quelque chose, parce qu'il faut ça pour me motiver. Oui, oui. Donc, en fait, on va avoir. Ça ne sert à rien d'avoir des créatifs si l'entreprise n'est pas ouverte à ce genre à ce genre de personnes. Exactement, mais il y a une espèce de… Les gens ne sont pas toujours très clairs, c'est-à-dire que oui, on veut quelqu'un de créatif, c'est très valorisant d'être créatif, mais est-ce que l'entreprise est prête à laisser cette autonomie, à laisser une personne faire des boucles? Il faut accepter une certaine incertitude. Est-ce que les managers sont vraiment prêts à ça? Donc, c'est vrai que moi, quand j'accompagne des entreprises, je leur demande, est-ce que vous voulez vraiment quelqu'un de créatif, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre son temps, quelqu'un qui ne sait pas exactement où il va aller, il ne va pas pouvoir faire un reporting. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à ça? Ou est-ce que vous voulez quelqu'un qui aille le plus vite possible avec la solution qui a le rapport investissement efficacité le plus simple? À ce moment-là, vous ne cherchez pas quelqu'un de créatif. Plutôt quelqu'un d'opérationnel. Très opérationnel, intelligent, pragmatique, analytique. Oui, voilà. Analytique. Voilà. Il y a un professeur américain très connu qui s'appelle le professeur Sternberg, qui parle beaucoup de l'intelligence. Je ne sais pas si tu connais. Non. Lui, il considère qu'on a une intelligence triarchique, c'est-à-dire on a 3 pôles. Une intelligence plutôt créative, donc qui fait des boucles à partir d'un stimuli où il y a beaucoup de réponses, pas une seule réponse, mais beaucoup. Une intelligence analytique, qui est celle qu'on a à l'école, qui synthétise, qui analyse, qui diagnostique. Et puis un pôle beaucoup plus pragmatique, de bon sens, de chef d'entreprise qui applique petit à petit. Voilà, 3 pôles en fait. Donc créatif, analytique et pragmatique. Et en fait, il dit que le problème, c'est qu'à l'école et à l'entreprise, on fait beaucoup travailler analytique et pragmatique et très peu créatif. Mais on devrait entraîner ces 3-là tout le temps en fait. Oui, mais nous, on a tout le poids de notre éducation, de notre culture. Donc, c'est un petit peu compliqué de changer l'école, de changer la formation. Oui, c'est vrai, parce que l'école, elle entretient très bien tout ce qui est analytique et pragmatique. Oui. C'est facile aussi à juger à l'école. C'est quoi? C'est facile à juger. C'est facile à juger dans les examens de fin d'année, entre guillemets. Ben, exactement, c'est la facilité. En fait, c'est-à-dire qu'il y a une bonne réponse, donc c'est plus facile à corriger que plusieurs bonnes réponses possibles. Donc, il faudrait inciter les managers à faire travailler dans une sorte de formation continue dans ces staffs ou dans ces staffs clés, à les faire travailler sur ces 3 composantes-là, sans en oublier une. Il faudrait adapter le management surtout au type de tâche. C'est-à-dire, si une tâche est perçue créativement par toi, alors ce que j'ai à faire dans le management, en fait, c'est de ne surtout pas manager. Oui. C'est de te laisser aller, de te nourrir, que mes critères deviennent plus informationnels que pour te surveiller. Oui. Voilà. Mais si la tâche que je te donne n'est pas créative pour toi, elle est à faire, bon voilà, tu comprends qu'elle est à faire, à ce moment-là, j'ai plutôt intérêt à avoir un management plutôt assez à l'ancienne et à t'évaluer, à être derrière toi, à te surveiller. Voilà. Mais si jamais tu as une motivation déjà pour cette tâche, c'est surtout ça que les managers ont du mal à varier comme comportement. Et en fait, là où il y a là où il y a un choix, là où tu vas choisir ta tâche, il y a de l'autodétermination. Et quand il y a autodétermination, en fait, le management très directif est néfaste. On appelle ça un effet de sape. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire que ça va faire disparaître ta motivation. D'accord, oui. Je te donne un exemple. Moi, on m'a proposé d'écrire un podcast qui m'amuse énormément. Ben, en fait, si on m'avait donné trop de directives, ben, en fait, j'aurais senti ma créativité un peu écrasée. J'aurais dû répondre aux critères qu'on m'a proposés. C'est beaucoup moins amusant. Or, en fait, on m'a laissé un champ libre. Donc, en fait, j'ai eu un flow énorme. Oui. Voilà. Tu vois, je vois très, très bien. Mais parce que toi, tu es capable de gérer, comment dire, une sorte d'effervescence par rapport à un sujet qui t'amuse. Donc, il y a quelque part une ludification, voire une gamification là-dedans. Donc, toi, tu te sens libre, tu n'as pas besoin de barrières, alors que d'autres ont peut-être aussi, certains salariés, ou d'ailleurs cadres, ont besoin d'un cadre, justement, pour se sentir à l'aise et pour pouvoir s'exprimer à l'intérieur de ce cadre. Alors, c'est très intéressant la remarque, parce que si tu lis le livre
Mathieu Ricard a beaucoup parlé de ça. En fait, on a prouvé aujourd'hui que les hommes ont un élan naturel pour le travail. Et pas n'importe quel travail, mais quand ça touche au plaisir, au sentiment d'utilité. C'est-à-dire si ma tâche est pénible, mais je sens que ça va être très bénéfique pour toi et que je le vois. Imagine, je fabrique des pansements et je te vois, toi, en tant que médecin, utiliser très bien mes pansements. Ben là, je vais avoir un sentiment d'utilité très fort. Aussi, imagine, je suis quelqu'un qui a une valeur écologique très forte et tu vas me proposer d'aller ramasser des sacs sur la plage. Bon, en fait, ça va tellement parler de moi que dans tous ces cas-là, en fait, tous les hommes ont un élan naturel. D'accord. Et les expériences ont été prouvées même jusqu'à 10 mois. Jusqu'à 10 mois. Un enfant aide facilement, il a envie d'aider quelqu'un. À 10 mois, on a fait des expériences où on a prouvé qu'en fait, il le fait naturellement. Mais c'est aussi quelque part, trouver sa place dans une organisation. Et puis aussi, il y a la quête du sens aussi dans cette affaire, en sous-jacent. Oui, c'est parce que ça apporte du sens, etc. Mais encore une fois, c'est pas toutes les tâches, mais c'est dans chaque humain. Tout le monde a quelque part un élan naturel. On a envie de coopérer, on a envie d'aider, on a envie d'être utile, on a envie de faire une activité qui nous amuse. C'est une forme d'activité qui peut être un travail. D'accord, d'accord. Mais c'est pas toutes les tâches. Je veux dire, même moi, tu dis, moi, je suis comme ça. Mais moi, je ne suis pas comme ça pour toutes les tâches. Hein. Je te jure que. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, une compatibilité entre ma personnalité et la tâche qu'on me propose. Pourrais-tu me reparler de cet assemblage motivation et sens? Parce que dans les jeunes générations, s'il n'y a pas de sens dans ce qu'on leur fait faire, ils s'en vont. Ils ne s'impliquent pas. Oui, alors c'est vrai qu'ils ont énormément besoin de sens. Moi, je pense que c'est beaucoup parce qu'ils ont vu leurs parents attendre des promesses. Hein. Enfin, ils ont vu des parents déçus travailler des années pour et déçus. Donc, en fait, ils ont une vision un peu plus court-termiste. Et du coup, ils veulent que dans le présent, il y ait quelque chose pour eux. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'ils sont plus… Mais en fait, je ne crois pas que ce soit les jeunes. Je crois que c'est tout le monde. Ah oui? J'ai l'impression qu'on nous compare à nous jeunes. Enfin, on les compare à nous jeunes. Et c'est vrai que nous jeunes, on avait plus un sentiment de… Voilà, on devait prouver quelque chose. Oui. Mais aujourd'hui, comme on nous annonce des catastrophes tout le temps, j'ai l'impression qu'on est dans une… En fait, on n'attend plus les promesses dans 30 ans. Oui. Voilà. Je n'ai pas l'impression que ce soit spécifique aux jeunes. J'ai l'impression que c'est un petit peu tout le monde. Là où ils ont un petit peu spécifique, c'est qu'ils veulent… ils ne sont pas prêts à donner avant de recevoir un petit peu, parce qu'ils n'ont pas de temps. Quoi. Alors que nous, on l'a fait beaucoup. Oui. Nous, on a beaucoup cru, en tout cas, on nous a éduqués dans ce sens, on a beaucoup cru en l'avenir. Bah, oui, mais c'est bien là toute la problématique. Exactement. C'est que c'est quand même difficile pour eux de croire en l'avenir. Exact. Avec oui. toutes les catastrophes qu'on leur annonce tous les jours, des pandémies, des entreprises qui n'existeront plus, c'est quand même difficile. Forcément, je comprends qu'ils n'y croient pas, quoi. Bien sûr. Et puis, on a tellement transmis sur l'avenir des montagnes de dettes climatiques, des difficultés, parce qu'en fait, toute l'évolution, ce qu'on peut appeler évolution, entre guillemets, à l'intérieur de laquelle on a l'évolution de la richesse par foyer, l'évolution technologique autour de nous, l'évolution du confort autour de nous, par rapport à nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, en fait, quelque part, ils ont un avenir qui est beaucoup moins certain et qui est peut-être beaucoup moins rose. Et c'est pour ça qu'ils sont plus peut-être dans le présent, peut-être aussi un certain nombre dans la paresse, dans la contemplation. Mais par contre, à l'inverse, ils ont une qualité majeure, c'est que, ils s'approprient les savoirs qu'ils veulent de la manière dont ils le veulent parce qu'ils ont les outils pour. Alors que nous, on n'avait pas ces outils-là. Donc, il y a un accès au savoir qui est absolument fantastique. Et d'un autre côté, ils ont la possibilité de voyager beaucoup plus à pas cher, donc de s'approprier d'autres cultures, en tout cas d'être confrontés à d'autres cultures que nous, on n'a pas eu l'occasion d'avoir. Ouais, non, c'est vrai. Et c'est vrai. Mais bon, si toi, tu avais 25 ans aujourd'hui, j'adorerais.
J'adorerais. Est-ce que tu prendrais pas la vie un petit peu comme eux aujourd'hui? Voilà, je suis pas sûre que ce soit. Je pense que c'est plus une question de changement du monde que de. Là, c'est compliqué. Est-ce qu'il faut se dépouiller de sa propre éducation, hein, Ouais. avec nos parents qui, voilà, qui étaient dans un schéma de réussite, de progression sociale, de CDI, de démonstration de la réussite, Mm, alors qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas dans la démonstration de la réussite. Ils se mm. foutent de savoir s'il faut avoir une belle voiture, une belle maison ou quoi que ce soit. Euh, Ouais. dans d'autres codes, en réalité. Mais Alors, tu vois, ça, c'est. Je te coupe, pardon. oui, vas-y, je t'en prie. Mais c'est vrai que le schéma de la réussite sociale, c'est aussi un frein à la créativité. Ah oui? Parce que les gens qui ont très envie de réussite sociale, c'est des gens qui ont très peur de l'échec. D'accord. Mais ça, Voilà. c'est une leçon pour nos managers, justement, pour nos dirigeants. Comment? C'est une leçon pour nos dirigeants. C'est un message pour nos dirigeants, ça. C'est d'être peut-être un petit peu moins dans la démonstration de la réussite pour qu'ils retrouvent leur part de créativité. Parce que c'est la créativité qui nourrit justement la réussite de l'entreprise. Oui, exactement. Donc, c'est accepter de faire un pas de côté pour la réussite, bien sûr. Mais si je suis trop sensible à la réussite sociale, ça veut dire que dès que je vais faire une erreur, dès que je vais avoir un échec, en fait, je vais le vivre comme un jugement de moi-même et pas comme une progression possible. Et du coup, en fait, ça va m'empêcher dans ma progression et dans ma persévérance. Ce qui est un cas, moi, je vois beaucoup de gens qui ont plein d'idées tout le temps, hein, mais qui va jusqu'au bout de ses idées, c'est quand même là qu'est la clé. Hein. C'est ce qu'on appelle les gens qui se dispersent. Oui, j'ai plein d'idées. Moi, enfin, on en voit dans les dîners, ils ont des idées tout le temps. Et puis, en fait, là, le dîner d'après, il n'y a toujours pas il y a toujours pas d'avancement. Voilà. Quelqu'un de créatif, c'est aussi quelqu'un qui va jusqu'au bout, hein, qui met son idée en œuvre et son idée a un impact. Oui. C'est Quel là qu'il y a conseil, une sélection. quel conseil tu pourrais, justement, toi qui es une spécialiste justement de la créativité, de la motivation, du sens, du multiculturel, euh, quel conseil tu pourrais donner aux dirigeants justement, à la fois dans leur recrutement, à la fois dans leur gestion des jeunes, des futurs entrants dans leur entreprise? Ouais. Quel conseil? Dans le recrutement ou dans le management de tous les jours, c'est différent. Bah, déjà dans le recrutement et ensuite dans le management, une fois qu'ils sont rentrés, comment tu les mets? Alors, dans le recrutement, en fait, une personnalité créative, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intérêts Mhm. et qui approfondit énormément ses intérêts. Voilà, parce qu'en fait, l'intelligence créative, c'est la capacité à associer beaucoup d'idées différentes de mon passé dans des univers très différents. Et du coup, plus j'ai d'intérêts, plus je les ai approfondis, plus j'ai un stock, j'ai beaucoup de choses à associer. Voilà, Mhm. donc en recrutement, je trouve qu'il y a une clé qui est essentielle, c'est d'aller creuser les intérêts. Est-ce que si quelqu'un vous dit qu'il aime le cinéma de la nouvelle vague, ok, mais en fait, est-ce qu'il est allé jusqu'au bout? Est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il sait citer des réalisateurs? Est-ce qu'il a des films préférés? Voilà, est-ce qu'il a de l'émotion quand il en parle? Ça, c'est pour le recrutement. Il y a aussi autre chose pour le recrutement, c'est est-ce que quelqu'un a vécu des choses difficiles et est-ce qu'il a su est-ce qu'il a su, oui, recomposer dans le monde? Est-ce qu'il a su être résilient, en fait, Mhm. et créer une nouvelle vie? Ça rend plus créatif parce que plus persévérant, Oui, moins faible devant l'erreur. Donc, recrutement, je dirais ça. Creuser vraiment les intérêts d'accord. et regarder si la personne a eu des échecs durs et comment elle s'est relevée. Mhm. C'est Et très dans... américain. Excuse-moi de te couper, c'est Ouais. très américain. Beaucoup d'entreprises américaines recrutent des gens qui ont été en échec parce que ça leur a, entre guillemets, tanné le cuir, ils ont le cuir épais et ils ont une manière de fonctionner qui est différente. Oui, en fait, quand j'ai eu un échec et que j'ai appris à reconfigurer le monde. Voilà. Il y en a qui n'apprennent pas d'ailleurs entre nous. Il y en a qui n'apprennent pas Ouais. justement de leurs échecs. On en connaît Ouais. tous autour de nous. Par contre, ceux qui ont appris de leurs échecs, d'abord, ils sont résilients et ils n'envisagent pas les phénomènes de la même manière. Mhm. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est que la peur a baissé. J'ai moins peur parce que j'ai appris à reconfigurer le monde. Je sais que c'est possible, qu'il y a d'autres chemins. Oui. Et dans l'entreprise, mon conseil aux managers serait surtout de varier les réunions, faire des réunions debout, dehors, avec Ah, des temps limités, varier le nombre, les profils de personnes, inviter des gens, varier. C'est vraiment dans l'inconfort et quand les règles changent que je peux avoir de nouvelles idées. il ne faut pas installer des zones de confort, quoi. Ouais, exactement. Le confort, c'est pour la divergence. Hein. La créativité, c'est la capacité à diverger
Ouais. C'est-à-dire la capacité à faire des boucles, à foisonner, à avoir des idées, à faire appel à mon imagination, à mes émotions, à mon histoire personnelle, puis de converger, c'est-à-dire je sélectionne une idée et je la mets en application. Les gens qui sont très créatifs, ils divergent, ils convergent, ils divergent, ils convergent. Le problème de l'entreprise, c'est qu'elle a du mal à faire diverger. Oui. Et donc, pour faire diverger, mon conseil aux entrepreneurs, c'est surtout de bouger les gens, en fait. Que les jambes ne soient pas uniquement faites pour aller à une réunion. Oui, oui, je vois. Voilà, on bouge, qu'on utilise son corps, qu'on marche, qu'on fasse des réunions en marchant. Voilà, le plus de variété possible. Il faut être dans l'action quelque part. Pour être dans l'action, pour son cerveau, il faut être dans l'action dans le corps. Il faut se confronter. Tu sais, il y a eu des recherches aussi qui ont montré que quand je vais dans un univers différent, j'ai d'autres idées. C'est comme si le monde m'apportait d'autres idées. Oui. Voilà, donc quand je reste enfermée avec mon ordinateur ou dans une salle de réunion toute blanche et que je vois tout le temps les mêmes gens, en fait, le monde ne m'apporte aucune idée nouvelle. Et donc aucune confrontation, donc aucune association possible, donc aucune nouvelle idée. Oui. En période de confinement, par exemple, il est utile de concentrer ses appels pendant 1 heure de marche, par exemple. Parce que notre cerveau ne Ouais, va pas fonctionner de la même manière quand on est actif que lorsque l'on est justement dans une salle blanche tout le temps assis, enfermé. exactement. En fait, plus tu marches, plus tu as d'idées. On appelle ça la fluidité, c'est le nombre d'idées. Et pour avoir, pour avoir des idées originales, il faut que tu aies beaucoup d'idées. Si tu n'as pas beaucoup d'idées, tu ne peux pas avoir une idée originale. Tu es quand même déterminé par un espèce d'inconscient collectif. Enfin, j'ai l'air d'une Jungienne quand je parle de ça, mais tu es obligé de sortir toutes les idées de ta culture Oui. pour pouvoir en fait sortir de ça. Donc, quand tu marches, tu as beaucoup de fluidité. Tu changes de décor, donc tu as des idées nouvelles. Et ensuite, tu peux faire des associations et arriver à des idées plus originales. D'accord. Un petit peu comme Mais les ça, c'est prouvé philosophes. scientifiquement, hein. Oui, oui. Comme les philosophes il y a 2000 ans. Et comme les philosophes il y a 2000 ans. Voilà. Comme quoi. D'ailleurs, il y a un livre magnifique qui n'est pas très récent, hein, de Frédéric Gros, qui est philosophe, qui s'appelle Marcher. Et il prend un chapitre et un chapitre par personnage connu. Et il explique en quoi la marche était très connue pour Rimbaud, pour Nietzsche. Et c'est très bien écrit, c'est très joli. Donc Frédéric Gros, pour nos dirigeants, s'ils ont un petit peu de temps pendant les vacances de Noël, si on a des vacances d'ailleurs, on n'en sait rien encore pour le moment, Ouais. c'est marcher. Marcher, Une ouais. des clés, c'est marcher. L'autre clé, c'est faire confiance aux jeunes générations qui arrivent, parce qu'ils Ouais. sont très différents de nous, très, très différents dans leur mode de fonctionnement, dans leur rapport au monde, dans leur rapport aux gens, dans leur rapport à une organisation d'ailleurs, hein, tout simplement. Donc, Mm. il ne faut pas en avoir peur. Il faut, je pense, mais ça, c'est toi qui nous dira plus précisément. Moi, je pense qu'il ne faut pas les forcer, les contraindre à rentrer dans un cadre. C'est le meilleur moyen de les faire fuir, je pense. Je pense qu'il faut les faire rentrer dans un cadre quand ça les ennuie, enfin, et que c'est nécessaire, Oui, mais savoir en fait où est-ce qu'ils ont le droit à la divergence, où est-ce qu'ils ont le droit à l'autonomie. oui. Si on ne leur donne pas ça, ils ne s'impliqueront pas. Ah ouais. Et en fait, il faut vraiment qu'un employeur aujourd'hui, quelque part, ça c'est un des réflexes que l'on avait nous en finance, où il fallait raconter une histoire. Il faut que l'employeur raconte une histoire à la personne qui rentre dans son entreprise pour l'impliquer dans l'entreprise, pour que cette personne-là sente qu'elle a du sens, qu'elle a sa place dans cette entreprise, en fait. Ouais. Ce n'est plus Oui, un oui. poste de comptable ou un poste de marketing, c'est autre chose. Oui, c'est vrai que quand je raconte une histoire, en fait, ça porte l'engagement dans l'entreprise. Oui, Et puis bon, c'est des émotions. Plus on amène des émotions, il y a des entrepreneurs qui sont vraiment allergiques à ça. Mais plus il y a d'émotions, plus il y a de la vitalité, et oui. plus ça emmène les gens. Nous sommes des êtres d'émotion, finalement. Voilà, donc si je raconte ma propre histoire de mon entreprise, en fait, j'embarque dans mon histoire la personne qui rentre. Oui. Voilà. Et Mais c'est super. on retrouve ça justement en géopolitique, où lorsqu'il y a un récit national qui a du Mm. sens, pas des récits nationaux qui sont manipulés dans tous les sens comme une pâte à modeler pour essayer de se maintenir au pouvoir, mais quand il y a un récit national qui a du sens, on embarque toute la population dans le même sens, toute Ouais, l'énergie dans le même sens. exactement. Donc C'est c'est souvent quand même une erreur que je trouve dans les entreprises, hein.
de vouloir être très rationnel. En fait, on n'est pas que rationnel, on est rationnel et émotionnel en même temps. Et c'est l'émotion qui emmène les gens. Est-ce que tu penses que dans les entreprises familiales, il y a un peu plus d'émotionnel et justement un peu plus de profondeur que dans les très grands groupes? Toi, tu as travaillé dans le monde du luxe pendant longtemps, chez des très très grands noms. Moi, j'ai bossé pour des boîtes américaines aussi, donc des très grandes. Donc, je vois parfaitement quels étaient tes univers avant. Est-ce que les grandes entreprises sont en train de muter, de s'améliorer justement dans ce sens-là, ou c'est encore les entreprises familiales qui sont les plus proches de ce sens-là? Je trouve que les entreprises familiales ont en tout cas cette capacité, parce que l'histoire, elles l'ont vécu, enfin, surtout quand le fondateur est là. Mais ce n'est pas la même histoire, la première génération, deuxième et troisième. Tout à fait, oui. Est-ce que le fondateur a fait l'effort de raconter son histoire et est-ce que la deuxième génération sait raconter l'histoire du fondateur et la même histoire, la même légende? Oui, c'est ça. Voilà, donc, ça, je ne sais pas, dans les grands groupes, ça doit être assez varié. Je ne sais pas s'ils arrivent à de plus en plus raconter des histoires. C'est ça la question? Je ne sais pas. Moi, j'observe qu'il y a beaucoup de grands groupes, on ne va pas les citer, mais des grands groupes qui investissent énormément dans l'image véhiculée avec leur nom. Et Ouais. il y a des grands groupes qui laissent autonomes les différentes marques qu'ils ont dans le groupe, justement pour que ça reste, entre guillemets, à taille humaine, Ouais. où il y a un attachement fort à cette marque-là, et non pas au grand groupe. Donc ça, je l'ai observé pas mal de fois. Par contre, les très, très grands groupes qui essaient de tout pasteuriser à travers le monde, qui sont dirigés par des financiers, où la boîte s'est financiarisée, où tu es tout le temps dans les reportings, dans les tableaux de bord, en réalité, là, il n'y a plus d'âme, en réalité. Ouais. Alors, c'est ce qu'avait fait Steve Jobs dans sa boîte. Mm. Il avait décidé que les créatifs devaient être dans des très petites équipes. Oui. Et avec très peu de hiérarchie pour que les idées passent et qu'on ne soit pas enfermé dans quelque chose d'impersonnel. Parce que la créativité est liée à l'émotion. Oui. Oui. Donc, bon, il avait une histoire personnelle aussi, mais c'est vrai que lui, il a très bien fait ça, en fait. Mais tout le monde n'a pas ce talent. Ouais, c'est sûr. À l'heure où on est dans une financiarisation des entreprises depuis à peu près 30 ans, de manière assez marquée, là justement, c'est à contre-courant de la grande tendance. On voit bien dans plein d'entreprises, même de taille moyenne, des ETI, même voire en dessous de la taille des ETI, qui sont achetés par des fonds d'investissement agressif, plus ou moins paternaliste. Donc forcément, là, on s'éloigne un petit peu de la créativité pour rentrer plus dans la rentabilité à court terme. Oui, c'est vrai. Donc, tu as encore beaucoup de travail devant toi, finalement. Oui, c'est vrai. Je suis ravie. Mais est-ce qu'ils sont ouverts à ça? Je ne sais pas. Ouais, ouais. Et comment tu vois, pour terminer, parce qu'autrement on va y passer la journée, je suis désolé, mais il y a tellement de choses à dire sur tes sujets. Mais comment est-ce que tu vois le prolongement, sortons de ce monde d'aujourd'hui, là, de ces 1 an et demi compliqués, comment est-ce que tu vois l'évolution dans ton métier, justement, de ces évolutions managériales par rapport à il y a 10-15 ans, dans 10 à 15 ans? Est-ce que tu sens qu'il y a des mutations fortes qui vont nous arriver dessus? Est-ce que le rôle de manager va radicalement changer dans les 15 ans qui viennent? Ou est-ce que ça va être des évolutions par petites touches suite à des contraintes extérieures? Non, je pense que ça va radicalement changer. D'abord à cause à cause des distances. En fait, je pense qu'on va de plus en plus travailler avec cette distance. Et donc, distance veut dire que les nouvelles compétences du manager, ça veut dire que quand il voit son équipe, en fait, il faut qu'il soit un bon animateur parce qu'il faut recréer du lien quand on est tous ensemble. Donc ça va devenir une nouvelle compétence du manager, savoir créer du lien, que ce soit sympathique, voilà, créer de la vitalité dans un groupe. Ça va être hyper fort, je pense. Et aussi des capacités d'organisation. Parce que quand tout le monde est à distance, en fait, il faut avoir des capacités d'organisation très fortes pour bien que tout le monde travaille en même temps. Voilà, donc ça, je pense que c'est les deux compétences qui n'étaient pas si demandées avant et qui vont être capitales pour demain. Donc, les dirigeants. Très animateurs et organisateurs. Oui. Voilà. Et après, la créativité, je pense que c'est surtout intéressant
d'un point de vue collectif. Je ne pense pas que tout le monde doit être créatif dans une entreprise. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'elle puisse se libérer, que quand quelqu'un est créatif, il faut pouvoir le laisser s'exprimer et le sentir et pas croire qu'il veut en faire qu'à sa tête et qu'il n'aime pas l'autorité. Voilà, c'est de savoir sentir et de laisser advenir cette créativité dans un collectif. Mais tout le monde ne doit pas être créatif, on n'est pas tous en entreprise. Parfois, on est chez soi, mais pas en entreprise. Et c'est bien. Il y a des jobs qui ne demandent pas beaucoup de créativité, comme Il la y a des jobs compta. qui ne demandent pas beaucoup de créativité et c'est très bien comme ça. Exactement. Exactement. Chère Émilie, merci beaucoup, beaucoup pour ta contribution. Ça a été un plaisir C'est un plaisir aussi. t'inviter sur notre chaîne et je te dis à très, très bientôt. À bientôt. Au revoir, Denis. À bientôt, Émilie. À bientôt.